L'esprit humain est un territoire conquérable, pas par la force brute des armes, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil et pernicieux. La répétition silencieuse de récits qui s'infiltrent dans le subconscient collectif jusqu'à devenir des vérités incontestables. Chaque croyance que tu défends avec véhémence, chaque valeur que tu considères comme intrinsèque à ton identité, chaque opinion que tu crois avoir formée de manière autonome, a été soigneusement cultivée dans le jardin invisible de la propagande moderne. Tu n'es pas l'architecte de tes pensées. Tu es la toile sur laquelle d'autres ont peint une réalité préfabriquée. La propagande n'est pas un phénomène du passé réservé aux régimes totalitaires avec leurs affiches voyantes et leurs discours grandiloquents. C'est l'air que tu respires à chaque défilement de ton écran, dans chaque titre que tu lis sans le remettre en question, dans chaque conversation informelle qui reproduit des narrations conçues dans des laboratoires de pensée. La propagande contemporaine a évolué pour devenir invisible, précisément parce qu'elle a appris à se camoufler en ta propre voix intérieure. Lorsque tu crois penser par toi-même, tu récites simplement le script qu'on t'a appris à mémoriser. Le véritable pouvoir ne réside pas à vous obliger à penser quelque chose, mais à vous faire croire que vous êtes arrivé à cette conclusion par vous-même. C'est l'alchimie obscure de l'ingénierie sociale. Transformer la manipulation en conviction. Convertir l'obéissance en enthousiasme. Les architectes de la réalité consensuelle n'ont pas besoin de chaînes ni de cachots. Ils ont découvert quelque chose de bien plus efficace. Construire directement les prisons dans votre esprit avec des barreaux faits de certitudes que vous n'auriez jamais l'idée de remettre en question. Edward Bernays, le père des relations publiques modernes et neveu de Sigmund Freud, a compris cette vérité fondamentale il y a presque un siècle. Dans son œuvre phare Propaganda, publiée en 1928, Bernays n'a pas caché ses intentions derrière des euphémismes rassurants. Il a déclaré avec une brutalité franche que la manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses est un élément important dans la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme caché de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir gouvernant. Les mots ne pourraient pas être plus clairs. Il existe une main invisible dirigeant le théâtre de la démocratie, et vous êtes à la fois le public et la marionnette. Bernays. Bernays ne théorisait pas en abstrait. Il a mis ses principes en pratique avec une efficacité qui changerait le monde pour toujours. Lorsque l'industrie du tabac l'a embauché pour développer le marché féminin, Bernays ne s'est pas limité à créer des publicités attrayantes. Il a orchestré une révolution culturelle. Lors du défilé de Pâques de 1929 à New York, un groupe de jeunes femmes de la haute société ont allumé des cigarettes en public, un acte scandaleux pour l'époque. Bernays avait instruit la presse pour décrire ces cigarettes comme des torches de la liberté, liant l'acte de fumer à l'émancipation féminine et au suffragisme. En une seule manœuvre habile, il a transformé un vice en symbole d'indépendance. Les femmes n'achetaient pas de la nicotine. Elles achetaient la libération. Le produit est devenu invisible derrière la narration, et la narration est devenue une identité. Ce schéma se répète à l'infini dans le paysage moderne de l'influence. La propagande réussie ne te vend jamais un objet. Elle te vend une version améliorée de toi-même. Elle te vend l'illusion qu'en consommant un certain produit, en adoptant une certaine idéologie ou en répétant un certain slogan, tu te rapproches de la personne que tu aspiras à devenir. Le piège est parfait, car il fait appel directement à ton ego, à ton besoin de te sentir spécial, informé, moralement supérieur. La propagande contemporaine ne te dit pas ce que penser. Elle te fait te sentir intelligent en pensant exactement ce qu'elle veut que tu penses. Les mécanismes de cette ingénierie mentale opèrent à plusieurs niveaux simultanément, chacun renforçant l'autre dans une symphonie de manipulation orchestrée. Le premier et le plus fondamental est le contrôle du cadre de référence, ce que les psychologues cognitifs appellent le framing. Avant que vous puissiez vous faire une opinion sur quelque chose, quelqu'un a déjà établi les termes du débat, les limites du discuté, les questions qu'il est permis de poser. Il ne vous donne pas la réponse. Il vous propose un menu limité de réponses acceptables et vous permettent de choisir, créant ainsi l'illusion de libre arbitre à l'intérieur d'une cage invisible. Observez comment les médias de masse fonctionnent lorsqu'ils couvrent un événement.
Ce n'est pas l'information objective qui façonne votre perception, mais le contexte dans lequel cette information est présentée. Le même chiffre du chômage peut être encadré comme une crise nationale ou comme une reprise économique prometteuse, en fonction de la narration que l'on cherche à promouvoir. Un manifestant peut être décrit comme un combattant pour la liberté ou comme un terroriste, non pas en raison de la nature de ses actions, mais du côté de l'histoire que les narrateurs préfèrent raconter. Le cadre, c'est tout, et celui qui contrôle le cadre contrôle la réalité perçue. Cette manipulation du cadre s'étend aux conversations quotidiennes, s'infiltrant dans le langage même que nous utilisons sans questionnement. Certains mots portent des charges émotionnelles prédéfinies, conçues pour court-circuiter la pensée critique. Parler de marché libre évoque des images de liberté individuelle et de prospérité, tandis que capitalisme déréglementé suggère chaos et exploitation, malgré la similitude des phénomènes décrits. Le choix du terme n'est pas neutre, il est stratégique. La langue devient un champ de bataille, où les mots sont des armes qui façonnent vos conclusions avant même que vous n'ayez eu l'occasion d'analyser les faits. Le deuxième mécanisme de contrôle est la répétition stratégique, la technique la plus ancienne et efficace de la propagande. Un mensonge répété 1000 fois ne devient pas une vérité, mais quelque chose de plus insidieux se produit. Il devient familier. Et dans le labyrinthe de la psychologie humaine, le familier se confond facilement avec le vrai. Votre cerveau est conçu pour minimiser l'effort cognitif, pour prendre des raccourcis qui vous permettent de naviguer dans un monde complexe sans vous épuiser dans des analyses constantes. L'un de ces raccourcis est l'heuristique de la familiarité. Si vous avez entendu quelque chose de nombreuses fois, votre esprit suppose qu'il doit y avoir une part de vérité, ou du moins que c'est suffisamment important pour mériter votre attention. Les algorithmes des réseaux sociaux ont perfectionné ce mécanisme à un niveau que Goebbels n'aurait pu qu'imaginer. Ils n'ont pas besoin de contrôler tous les médias lorsqu'ils peuvent contrôler votre fil d'actualité personnalisé, vous montrant encore et encore du contenu qui renforce vos croyances existantes, créant des chambres d'écho où votre vision du monde est constamment validée et amplifiée. La répétition ne provient plus d'une source centralisée et visible. Elle émane de milliers de sources apparemment indépendantes qui répètent les mêmes narrations, vous donnant l'impression d'un consensus, d'une vérité émergente. Mais ce consensus est artificiel, soigneusement cultivé par des systèmes qui apprennent vos vulnérabilités cognitives et les exploitent avec une précision chirurgicale. Chaque fois que vous voyez le même titre formulé de manière légèrement différente sur 10 sites web différents, chaque fois que 3 amis partagent le même article le même jour, chaque fois qu'une phrase devient virale et est répétée par des célébrités, des politiciens et des influenceurs à l'unisson, vous êtes soumis à une campagne de répétition stratégique. La coordination peut être explicite ou émergente, mais le résultat est le même. Votre résistance s'érode progressivement jusqu'à ce que vous acceptiez comme évident ce qui vous semblait initialement contestable. Le troisième mécanisme est le plus sophistiqué et le plus difficile à détecter. La fabrication du consentement par l'illusion de participation. Le pouvoir authentique n'a pas besoin de se justifier constamment. Il opère en silence, dans l'ombre, en prenant des décisions qui ne sont jamais soumises à un débat public. Mais même les systèmes de domination les plus efficaces nécessitent une façade de légitimité, surtout dans les sociétés qui se prétendent démocratiques. C'est ici qu'intervient l'ingénierie du consensus. Créer l'apparence que les décisions importantes résultent de la volonté populaire, alors qu'en réalité, les options disponibles ont déjà été soigneusement limitées à l'avance. Noam Chomsky et Edward Herman ont codifié ce processus dans leur modèle de propagande à 5 filtres, révélant comment l'information passe par une série de tamis avant d'atteindre le public. Le premier filtre est la propriété. Les médias sont des corporations massives avec des intérêts économiques spécifiques. Le deuxième filtre est la publicité. Le modèle économique dépend de la satisfaction des annonceurs, non du public. Le troisième filtre est la sourcing, la dépendance aux sources officielles et expertes qui sont, pour la plupart, des porte-paroles du pouvoir établi. Le quatrième filtre est le FLAC, la machinerie de dénigrement qui se déploie contre les voix dissidentes. Le cinquième filtre, initialement identifié comme l'anticommunisme durant la guerre froide, a évolué vers toute idéologie de contrôle servant à marginaliser les perspectives alternatives. Ces filtres fonctionnent automatiquement, sans nécessité de conspiration consciente.
Les journalistes n'ont pas besoin de recevoir des ordres directs pour s'auto-censurer. La structure même du système récompense certains types de narratifs et en punit d'autres. Le résultat est une homogénéisation du discours public qui se présente comme une diversité d'opinions, alors qu'en réalité, il s'agit d'une variation minimale au sein d'un spectre étroitement contrôlé. Vous pouvez débattre passionnément entre deux options politiques, sans vous rendre compte que les deux partagent les mêmes hypothèses fondamentales sur la façon dont la société doit être organisée. Hypothèses qui ne sont jamais remises en question car le faire sortir du cadre acceptable du débat. La fabrication du consentement est particulièrement efficace lorsqu'elle est combinée avec l'illusion d'activisme. Elle vous permet de protester dans les rues, de signer des pétitions en ligne, d'exprimer votre indignation sur les réseaux sociaux. Elle vous donne la sensation de participer, d'exercer votre pouvoir en tant que citoyen. Mais pendant que vous vous occupez de ces formes ritualisées de dissidence, les décisions réelles sont prises dans des salles auxquelles vous n'aurez jamais accès, par des personnes dont vous ne connaîtrez jamais les noms. Votre protestation devient une soupape de sécurité, une manière de canaliser la frustration sans que cela ne menace réellement les structures de pouvoir. C'est l'illusion parfaite. Vous vous sentez rebelle tout en restant parfaitement contrôlé. Cette dynamique s'intensifie à l'ère numérique, où chaque clic, chaque like, chaque commentaire alimente des algorithmes qui apprennent à vous manipuler avec une précision accrue. Les plateformes de réseaux sociaux ne sont pas des espaces neutres pour l'expression. Ce sont des laboratoires de comportement humain où sont menées des expériences massives sans votre consentement éclairé. Facebook a admis en 2014 avoir manipulé les flux d'informations de 700 000 utilisateurs pour étudier s'ils pouvaient induire des changements émotionnels en leur montrant un contenu plus positif ou plus négatif. Ils pouvaient. Votre humeur, vos opinions, vos décisions de vote, tout peut être influencé par des ajustements invisibles dans ce que vous voyez et quand vous le voyez. Le génie maléfique de ce système est qu'il opère dans la pénombre de votre conscience. Vous ne pouvez pas vous défendre contre une manipulation dont vous ignorez qu'elle se produit. Chaque fois que vous pensez former une opinion spontanée, vous devriez vous demander « Pourquoi cette idée m'est-elle venue à l'esprit précisément maintenant ? Quelle chaîne d'exposition soigneusement conçue m'a conduit à ce moment de prétendue clarté ?» La réponse révélera probablement un réseau d'influence si complexe qu'il est impossible à démêler. Et c'est là que réside son efficacité. La propagande silencieuse prospère dans des environnements d'abondance d'informations. Contrairement à l'intuition, avoir accès à plus d'informations ne vous rend pas plus libre. Cela vous rend plus vulnérable. Lorsque vous êtes submergé par un tsunami de données contradictoires, d'informations fragmentées, d'analyses en guerre entre elles, votre capacité de traitement s'effondre. Vous ne pouvez pas tout vérifier. Vous ne pouvez pas enquêter sur chaque affirmation. Vous ne pouvez pas consacrer des heures à démêler la vérité derrière chaque titre. Ainsi, vous prenez des raccourcis. Vous faites confiance à des sources qui semblent autorisées. Vous répétez ce que disent des personnes que vous admirez. Vous acceptez des narrations qui s'alignent avec votre identité préexistante. Et dans chacun de ces raccourcis, la propagande trouve une porte d'entrée. Les architectes de cette ingénierie sociale comprennent parfaitement l'économie de l'attention. Ils n'ont pas besoin de vous convaincre de tout. Ils doivent simplement vous épuiser suffisamment pour que vous cessiez de remettre en question. La fatigue de l'analyse critique est réelle. Après un certain point, votre esprit accepte simplement ce qui lui est présenté, parce que résister demande une énergie que vous n'avez plus. C'est pourquoi les controverses artificielles sont constamment fabriquées, pour vous maintenir dans un état perpétuel d'indignation et de débat sur des sujets secondaires, pendant que les véritables mécanismes de pouvoir opèrent sans contrôle. Pensez aux narratifs qui ont dominé le discours public ces dernières années. Des guerres culturelles sans fin sur des symboles et le langage, tandis que les structures économiques qui déterminent votre qualité de vie restent intactes. Des débats passionnés sur les déclarations provocatrices de figures publiques, tandis que les politiques qui touchent des millions sont approuvées sans fanfare. Ils vous font vous battre contre votre voisin pour des miettes idéologiques, pendant que les véritables bénéficiaires du système regardent d'en haut, immunisés contre le bruit qu'ils ont eux-mêmes orchestré. La propagande la plus efficace ne vous dit pas quoi penser d'une chose. Elle vous dit sur quoi penser. La fixation de l'agenda est le vrai pouvoir.
S'ils peuvent déterminer quel sujet attire votre attention, quelles questions vous considérez comme importantes, quels problèmes vous percevez comme urgents, alors ils ont gagné avant même que le débat ne commence. Peu importe la conclusion à laquelle vous parvenez sur le sujet A, si vous ne pensez jamais à poser des questions sur les sujets B, C et D qui sont infiniment plus pertinents pour votre vie. Ce processus de fixation de l'agenda fonctionne à travers des cycles d'actualité soigneusement chorégraphiés. Une histoire domine les gros titres pendant des semaines, saturant votre espace mental, puis disparaît brusquement lorsqu'une nouvelle histoire prend sa place. Qu'est-il arrivé à la crise qui était la plus importante au monde il y a 3 mois? Elle existe toujours, mais ne sert plus les objectifs narratifs du moment. Elle s'évapore donc de la conscience collective comme si elle n'avait jamais existé. Cette amnésie fabriquée est essentielle pour maintenir le contrôle. Si vous vous souveniez de toutes les crises précédentes qui se présentaient comme existentielles puis disparaissaient sans résolution, vous commenceriez à douter de l'authenticité de la crise actuelle. La manipulation des émotions est le carburant qui fait fonctionner toute cette machinerie. La propagande rationnelle est faible. La propagande émotionnelle est invincible. Faire appel à votre peur, votre colère, votre sentiment d'injustice, votre besoin d'appartenance, ce sont là les leviers qui influencent vos décisions avec bien plus d'efficacité que n'importe quel argument logique. Une image d'un enfant souffrant fera plus pour justifier une intervention militaire que 1000 pages d'analyse géopolitique. Une anecdote touchante sur un immigrant criminel aura plus d'impact sur l'opinion publique concernant l'immigration que toutes les statistiques montrant que les immigrants commettent moins de crimes que la population autochtone. Les ingénieurs de l'opinion publique le savent. C'est pourquoi chaque récit est emballé avec son histoire émotive, son méchant pratique, son héros simplifié. La complexité est l'ennemi d'une propagande efficace. Les situations nuancées, les problèmes sans solution claire, les réalités inconfortables qui ne correspondent pas à des catégories binaires, tout cela doit être éliminé ou simplifié jusqu'à devenir méconnaissable. On vous propose des contes de faits moraux, où le bien et le mal sont clairement délimités, où soutenir un côté vous rend vertueux et remettre en question ce récit vous fait devenir complice de l'ennemi. Cette réduction manichéenne de la réalité est nécessaire parce que l'ambiguïté génère la pensée critique. Et la pensée critique est le plus grand ennemi du contrôle social. Si vous commencez à voir les nuances entre le blanc et le noir, si vous commencez à remarquer que vos supposés ennemis ont des arguments valides, si vous reconnaissez que vos alliés idéologiques peuvent être profondément erronés, alors vous devenez imprévisible, incontrôlable. La propagande exige une certitude absolue, des loyautés tribales inébranlables, la suspension volontaire du jugement critique au profit de l'appartenance au groupe. Les réseaux sociaux ont accéléré ce processus de tribalisation à des niveaux sans précédent. Les algorithmes ne se contentent pas de vous montrer du contenu qui renforce vos croyances. Ils vous présentent les versions les plus extrêmes et provocantes de ces croyances, car cela génère plus d'engagement, plus de temps sur la plateforme, plus de données à vendre. Parallèlement, ils vous exposent aux versions les plus caricaturales et répugnantes des croyances opposées, assurant que votre perception de l'autre côté soit aussi négative que possible. Le résultat est une polarisation artificielle qui sert parfaitement les intérêts de ceux qui profitent d'une population divisée et distraite. Lorsque les gens sont occupés à se battre entre eux, ils ne s'organisent pas contre les véritables sources de leur oppression. C'est une tactique aussi ancienne que la civilisation elle-même, mais elle n'avait jamais été mise en œuvre avec une telle précision technologique. Diviser pour mieux régner n'est pas seulement un slogan. C'est la doctrine opérationnelle de tout système de domination réussi. Et tu y participes volontairement chaque fois que tu engages des débats virulents avec des inconnus sur Internet sur des sujets conçus spécifiquement pour diviser. L'ironie suprême est que beaucoup de ceux qui se considèrent résistants à la propagande, critiques du système, penseurs indépendants, sont souvent les plus profondément conditionnés. Ils ont simplement adopté une narration contraire qui leur donne l'impression d'être spéciaux, informés, membres d'une élite cognitive qui a vu à travers les mensonges. Mais cette narration contraire est souvent une autre forme de contrôle, une autre cage avec une décoration différente. La véritable échappatoire ne consiste pas à adopter la narration opposée. Elle réside dans la remise en question de la nécessité même de narratives totalisantes qui expliquent
tout de manière simple et satisfaisante. La question la plus dangereuse que vous pouvez poser est « Qui profite que je croie cela ?» Suivez la trace des incitations et vous découvrirez les forces qui façonnent votre réalité. Lorsqu'une idée est promue simultanément par des entreprises médiatiques, des institutions gouvernementales, des figures d'autorité et une armée d'influenceurs apparemment indépendants, vous devriez au moins soupçonner qu'il existe des intérêts puissants investissant des ressources importantes pour que vous acceptiez cette idée comme une vérité. Cela ne signifie pas automatiquement que l'idée est fausse, mais cela implique que vous devriez l'examiner avec le scepticisme le plus rigoureux avant de l'incorporer à votre vision du monde. La propagande silencieuse fonctionne parce qu'elle fait appel à votre désir d'être une bonne personne, d'être du bon côté de l'histoire. Elle vous convainc qu'en adoptant certaines croyances, vous démontrez votre supériorité morale. C'est peut-être la manipulation la plus insidieuse de toutes, car elle transforme l'ego en un allié de votre propre conditionnement. Remettre en question les récits dominants devient non seulement cognitivement difficile, mais aussi émotionnellement douloureux, car cela menace votre identité en tant que personne morale et informée. Ainsi, vous vous accrochez encore plus fermement aux croyances qui vous ont été implantées, en les défendant comme si elles étaient les vôtres, sans vous rendre compte que vous vous protégez contre la reconnaissance inconfortable de votre propre manipulabilité. Se réveiller de cette transe nécessite plus que de l'information. Cela exige un acte de volonté brutal. Tu dois être prêt à découvrir que tu t'es trompé sur des choses fondamentales, que tu as été trompé par des sources en lesquelles tu avais confiance, que tes ennemis idéologiques pourraient avoir raison sur certains points importants. Tu dois développer la capacité de maintenir plusieurs perspectives contradictoires dans ton esprit simultanément sans t'effondrer dans des certitudes rassurantes. Tu dois devenir inconfortable avec le confort d'appartenir à une tribu intellectuelle qui te dit exactement quoi penser sur chaque sujet. Mais même ce processus d'éveil peut être détourné. Il existe toute une industrie dédiée à vendre l'illusion d'une conscience critique. Des gourous de la pensée alternative, des vendeurs de théories du complot, des prophètes de la contre-culture qui vous proposent simplement une nouvelle façon d'être manipulé, tout en vous convainquant que vous êtes maintenant libre. La véritable liberté cognitive ne vient pas avec un manuel d'instruction ni une liste de croyances correctes. Elle vient avec l'acceptation perpétuelle de l'incertitude, avec l'humilité de reconnaître que votre compréhension est toujours partielle, avec une vigilance constante contre vos propres biais et le courage de changer d'avis lorsque la preuve l'exige. Le système de propagande moderne n'a pas besoin d'éliminer complètement la vérité. Il lui suffit de l'enterrer sous des tonnes de bruit, de désinformation partielle, de vérité à moitié choisie stratégiquement et de mensonges enveloppés dans des faits vérifiables. Dans ce paysage de confusion délibérée, la vérité devient impossible à discerner pour l'observateur occasionnel. Cela demande du temps, des efforts, des compétences en recherche, un accès à plusieurs sources et surtout, la volonté de parvenir à des conclusions qui peuvent vous isoler socialement. La majorité des gens choisissent rationnellement le confort du consensus fabriqué plutôt que la solitude de la vérité gênante. Et ainsi, l'ingénierie des masses poursuit son travail silencieux, invisible, omniprésent. Chaque génération croit être plus consciente que la précédente, avoir appris des erreurs du passé, ne pas se laisser berner si facilement. Et chaque génération est manipulée avec des techniques plus sophistiquées que celles dont leurs prédécesseurs ne pouvaient même pas rêver. Le progrès technologique a largement dépassé le progrès en sagesse collective. Nous disposons maintenant des outils pour le conditionnement de masse que les dictateurs du XXe siècle ne faisaient que rêver. Mais nous les mettons en œuvre avec une efficacité qui rend leurs efforts maladroits, semblables à des expériences primitives. La question qui te reste, celle que tu devrais te poser en ce moment précis, n'est pas si tu as été manipulé. Tu as été manipulé. La véritable question est, es-tu prêt à faire le travail agonisant de démanteler tes certitudes et d'examiner de manière critique chaque croyance que tu considères comme fondamentale? Peux-tu supporter le vertige de reconnaître qu'une grande partie de ton identité est construite sur des narrations qui t'ont été vendues? As-tu le courage de regarder directement les mécanismes de ton propre conditionnement sans le réconfort de blâmer uniquement des forces extérieures? Parce qu'ici se trouve la vérité la plus inconfortable de toutes. La propagande fonctionne non pas parce que nous sommes stupides, mais parce que nous sommes humains. Nos cerveaux ont évolué pour la survie dans de petites tribus,
pas pour naviguer dans des écosystèmes informationnels conçus par des multinationales disposant d'un accès à la neuroscience de pointe et d'une puissance de calcul illimitée. Nous menons une bataille inégale avec des outils cognitifs de l'âge de pierre contre des armes de manipulation de l'ère numérique. Reconnaître cette asymétrie n'est pas se rendre. C'est la première étape pour développer des défenses plus efficaces. Les barreaux de ta prison mentale sont invisibles parce qu'ils sont faits des croyances que tu défends avec le plus de passion. La chaîne la plus forte est celle dont tu ne sais pas que tu la portes. Et le geôlier le plus efficace est celui qui t'a convaincu que tu es libre.